Nous allons maintenant passer à un panel modéré pour discuter des implications de ce dont nous avons parlé toute la journée en termes de rôle des prestataires de services dans l'évaluation des risques, la planification de la sécurité et la gestion des risques. Aujourd'hui, 4 praticiens chevronnés et respectés dans ce domaine se joignent à moi. Il me faudrait 30 minutes pour les présenter correctement. Alors, pour laisser plus de temps à leurs sages paroles, je serai très bref et je vous demanderai de consulter leur biographie détaillée dans le programme. Josie Nepenak est directrice générale de Lawotan Healing Lodge à Calgary. Verona Singer, anciennement du service des victimes de la police de Halifax, est maintenant professeure adjointe en criminologie à l'Université St. Mary's à Halifax. Tracy Porteous est directrice générale de l'Ending Violence Association of BC à Vancouver. Et enfin, Mohamed Bayobed est directeur général du Muslim Resource Center for Social Support and Integration, ici à London, en Ontario. Bienvenue à vous tous. Lorsque nous avons planifié cette séance, nous avions prévu de parler de 2 sujets principaux. Si nous avons le temps, nous aborderons d'autres sujets. Mais les choses dont on voulait parler au départ sont les grands défis que vous voyez sur le terrain, soit du point de vue de votre région ou de la population avec laquelle vous travaillez, soit du point de vue du secteur des services. Alors, je vais commencer par Josie, certaines de vos réflexions sur les grands défis sur le terrain. Oui, merci beaucoup, Peter, pour cette introduction. Je veux vous transmettre mes salutations du magnifique territoire du Traité 7 et de la patrie du peuple métis. Je suis dans la ville de Mohkinstsis, connue sous le nom de Calgary, en Alberta. Lawotan fournit des services aux femmes et aux enfants autochtones depuis 1992. Cela fait donc environ 30 ans et nous utilisons l'évaluation du danger. C'est celle qui est utilisée par les refuges de l'Alberta aussi. Récemment, nous avons étudié un petit échantillon de 10 femmes et nous avons constaté, une fois de plus, que les femmes autochtones avaient un score nettement inférieur de 30% à celui des femmes non autochtones dans le domaine du danger extrême. Nous utilisons le plan de sécurité, les outils d'évaluation pour la planification de la sécurité, afin de renforcer l'éducation et la sensibilisation. Nous constatons qu'après 1 ou 2 séances et en discutant avec elles du plan pour les maris dangereux, le score augmente. Cela s'est avéré constant au cours des 10 dernières années, lorsque nous avons commencé à examiner les scores de plus près. Il y a un grand nombre de données sur les femmes autochtones qui, nous savons, sont gravement surreprésentées dans les statistiques. Parfois, les données collectées peuvent être utilisées pour assujettir davantage les femmes autochtones de manière inconsciente. Les femmes sont placées dans le contexte de modes de vie à risque. Les femmes autochtones sont placées et parfois étiquetées comme des prostituées, travailleuses du sexe, mauvaises mères, toxicomanes, ce qui conduit parfois à des préjugés accrus à notre égard. Lors de nos séances de narration, des femmes autochtones nous ont fait part de leurs expériences en matière de jugement, de racisme et de stéréotypes. Souvent, ces conversations mènent à la méfiance et à la fatigue de l'évaluation. Par exemple, arriver dans un refuge d'urgence pour femmes nécessite un grand nombre d'informations et il faut raconter son histoire, qu'elle a déjà probablement raconté plusieurs fois à ce stade. Elle est fatiguée. Elle essaie de donner un sens à un autre formulaire, mais elle est en crise. Il y a de multiples couches de traumatisme. Et elle va vous demander « Pourquoi dois-je remplir un autre formulaire? En quoi cela va-t-il m'aider? Je sais que je suis en danger. Qu'allez-vous faire de cette évaluation? Sera-t-elle utilisée contre moi? » Ce sont des questions très légitimes, alors que nous essayons de comprendre. Les facteurs de risque sont parfois identifiés par les prestataires de services autour de la colonisation et des pensionnats.
La question est probablement la suivante. Ces facteurs de risque sont-ils intégrés dans les outils d'évaluation? Si oui, comment? Et en quoi ces expériences ont-elles influencé la perception du danger de l'homicide pour les femmes autochtones? Est-ce qu'on minimise le danger parce qu'on nous a déjà fait subir tellement de choses? Nous avons déjà été dans des pensionnats. Nous avons été éclopés dans les années 60. Nous sommes passés par la protection de l'enfance. Nous avons été dans de nombreux foyers d'accueil. Est-ce que cela minimise mon sens du danger et de la sécurité? C'est possible, en raison des multiples couches de traumatisme et d'abus. Les expériences des femmes autochtones ont été façonnées par le génocide, par la législation, les politiques et les processus génocidaires, par exemple, les massacres des femmes autochtones, la stérilisation forcée, le placement forcé des enfants dans les pensionnats. Pour qu'ils ne soient pas avec leurs parents de secours, l'aide sociale à l'enfance les retire de leur famille, la famine des enfants, l'électrocution des enfants. Tout cela mène à des couches complexes et multiples. Bon, cela étant dit, il semble y avoir de plus en plus de littérature pour valider le besoin d'outils d'évaluation adaptés à la culture. J'aimerais donc parler un peu des considérations à prendre en compte pour les recherches futures pour que les prestataires de services prennent en considération une compréhension approfondie du génocide tel qu'il est décrit dans le rapport d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Ce concept doit être compris, bien compris. Il faut aussi inclure les réalités contemporaines des femmes autochtones d'aujourd'hui et la violence et les structures coloniales qui continuent d'opprimer les femmes autochtones. Je ne saurais trop insister sur le fait que les praticiens, les chercheurs et les prestataires de services doivent travailler avec la communauté au niveau communautaire, établir des relations de confiance, comprendre comment les communautés interagissent et savoir quel est le langage de la communauté. Lorsque les gens sont stressés, ils sont en crise. Lorsque les gens ne sont pas en bonne santé, ils reviennent souvent à ce qu'ils connaissent le mieux, à savoir la langue, la culture et la cérémonie. Assistez au processus communautaire. Apprenez à connaître les pratiques culturelles. De plus, parlez aux femmes autochtones. Laissez les femmes autochtones vous dire ce dont elles ont besoin pour être en sécurité. Développez une stratégie globale et d'alerte pour votre communauté et vos organisations. Très brièvement, je veux ajouter qu'une bonne pratique possible à l'avenir serait d'examiner la définition de la violence familiale et d'inclure un mélange de cette définition et de celle de la violence familiale, et de tenir compte de certaines expériences des populations autochtones. Cela a été suggéré en 1996 lorsque la Commission royale sur les peuples autochtones a publié son rapport final et a parlé du fait que les expériences autochtones en matière de violence étaient similaires à celles de tout le monde, mais nous devons aussi reconnaître que la violence contre les peuples autochtones s'est produite dans des communautés entières et que ces communautés continuent d'être affectées, ce qui a façonné la façon dont la violence est perçue aujourd'hui. Je m'arrête ici. Je répondrai aux questions plus tard. Merci. Merci beaucoup. À vous, Verona. Certains des défis que vous voyez de votre point de vue en termes de travail que vous avez fait en Nouvelle-Écosse. Bien sûr, certainement. Merci à Peter et à tout le monde d'être ici pour cette séance. Je vais vous parler de nos défis en matière de police, de planification de la sécurité et de violence familiale. Le premier défi a été identifié ce matin par Peter. La formation. La formation et encore de la formation.
Il a mentionné que depuis plus de 40 ans, la formation est un problème constant pour la police. Dans mon rôle au sein des services aux victimes pendant plus de 20 ans, avec la police régionale de Halifax, la formation en matière de violence familiale et l'amélioration de la formation des policiers constituaient une grande partie de notre travail. Je me souviens d'un chef adjoint qui déclarait, frustré, qu'il n'y avait qu'un temps limité par an pour la formation des agents de police et qu'il y avait d'autres demandes de formation qui avaient des attentes élevées. La formation sur la violence familiale est en concurrence avec ces autres exigences. Le deuxième défi que je constate, c'est que les patrouilleurs, avec qui les policiers traitent dans de multiples situations, sont des généralistes. Ils font face à de multiples situations chaque jour et on s'attend à ce qu'ils aient les connaissances et les compétences requises pour offrir le plus haut niveau de sécurité et de service. Malgré la formation qu'ils ont peut-être reçue, la base de connaissances des patrouilleurs en matière de violence familiale n'est pas approfondie. Ils n'ont pas une base de connaissances sur la violence familiale, mais on s'attend à ce qu'ils les aient. De nombreux policiers veulent faire du bon travail, mais lorsqu'il s'agit de répondre à la violence familiale, il y a un manque d'uniformité dans tous les domaines. Le troisième défi que je vois est un manque d'engagement envers la violence familiale au niveau de la haute direction des services policiers. Ce manque d'engagement à aborder et à répondre à la violence familiale n'est pas une priorité dans de nombreux postes de police. La violence familiale ne peut pas être un sujet à la mode. Il faut l'intégrer dans le service à tous les niveaux. Les cadres supérieurs, les lettres de mandat, les plans d'affaires du service, les budgets de la police et les conseils d'administration de la police. Même si moins de 30% des victimes de violences familiales se présentent à la police, répondre à de multiples appels de violence familiale est un événement quotidien pour les patrouilleurs. Enfin, je pense que l'un des défis de la planification de la sécurité avec la police est le manque de police communautaire. Josie en a parlé. Les agents de police communautaires ne connaissent pas les gens dans les communautés qu'ils patrouillent. Donc, les gens ne connaissent pas les agents de police et les communautés qui sont sous surveillance. Nous connaissons des interventions policières excessives. Nos autochtones noirs, les gens de couleur, les communautés arc-en-ciel, les communautés d'immigrants. Ce manque de relation entre les agents de police et les résidents de la communauté crée des barrières où la communauté n'appelle pas la police et où la police ne répond pas bien aux besoins de violence familiale de la communauté. Merci. Mohamed, à vous la parole. Parlez-nous de ce que vous considérez comme des défis majeurs, surtout auprès des populations avec lesquelles vous travaillez. Vous êtes une agence spécialisée que vous avez créée et que vous dirigez. Oui, merci beaucoup, Peter. Je suis vraiment ravie de participer à cette conversation très importante. Je vais me concentrer un peu sur un objectif spécifique des immigrants et réfugiés isolés, en me basant sur mon expérience, en travaillant avec des familles musulmanes et aussi des survivants de la violence familiale. Avant de parler d'évaluation des risques, de gestion des risques et de planification de la sécurité, j'aimerais me concentrer sur un domaine en particulier qui n'est pas vraiment abordé dans la plupart de nos conversations. Il s'agit des défis que les prestataires de services traditionnels doivent relever pour atteindre ces femmes isolées. Non parce qu'elles ne sont pas nécessairement conscientes de l'existence des services, ou peut-être à cause des barrières linguistiques, je pense que c'est surtout à cause de leur dilemme psychologique. Elles ne sont pas vraiment disposées, ou elles hésitent, à demander une aide extérieure, une aide qui provient de l'extérieur de leur communauté ou de leur famille élargie. Je veux parler surtout des femmes qui, peut-être en raison de leur situation, seront plus réticentes à demander de l'aide en raison des conséquences qui pourraient avoir un impact sur leur lien avec leur famille, pas seulement ici à London, au Canada, mais dans leur pays d'origine et leur communauté d'origine. Je veux souligner les 4 principaux facteurs qui rendent la situation de ce groupe de femmes plus difficile lorsqu'il s'agit de demander de l'aide. Le premier, et cela fait partie de mes observations. Peut-être parce qu'elles sont fortement liées à leur foi et à leur culture traditionnelle, ceci les soumet à beaucoup de pression et de responsabilité.
Deuxièmement, peut-être qu'elles font partie d'un groupe d'appartenance et leur famille a un statut de leader plus élevé culturellement ou religieusement dans la communauté. Comme beaucoup l'ont mentionné, il peut aussi s'agir de l'expérience de la discrimination et du racisme. Et le quatrième facteur, ils sont nouveaux au Canada. Si on examine ces 4 facteurs principaux, bien sûr, ces facteurs peuvent s'appliquer à d'autres immigrants isolés et aux communautés de nouveaux arrivants, mais spécifiquement pour ce groupe, parce que l'implication de demander de l'aide mettrait vraiment la famille et la communauté en difficulté, et elles ne veulent pas avoir l'impression d'être celles qui causent ce genre de dommages à la communauté. De notre côté, si on regarde la façon dont les prestataires de services abordent et répondent aux besoins ou aux besoins uniques de ce groupe de femmes, je pense qu'il y a beaucoup de limitations. Tout d'abord, peut-être parce que la façon dont le service est fourni est basée sur le partage des connaissances, la promotion de ce qui est disponible. Ce n'est pas suffisant, parce qu'on s'attend à ce que les femmes viennent une fois qu'elles sont au courant des services et demandent de l'aide. Pour ces femmes ou ce groupe de femmes, je pense qu'il faut créer différents types de stratégies. Tout d'abord, pour aller vers elles et établir une certaine confiance. Et aussi, si vous regardez le modèle de prestation de services, il y a des contraintes en matière de politique, de procédure, de capacité et du cadre juridique. Alors, quiconque travaille dans ce domaine, la violence contre les femmes, il est difficile de faire preuve de bon sens. Parce que tout le monde veut faire quelque chose de différent. Ils vont penser aux conséquences sur leur position au sein de l'organisme. Alors, en résumé, je dirais que ce groupe de femmes, si on regarde leurs enfants, les défis auxquels elles sont confrontées d'une part, ce défi est lié aux circonstances de la communauté. D'autre part, le service n'est pas prêt à offrir plus de flexibilité pour pouvoir répondre aux besoins uniques de ce groupe. Plus tard, je pourrais peut-être parler un peu de certaines pratiques prometteuses. Merci. À vous, Tracy. Vous travaillez dans le domaine depuis 40 ans. Y a-t-il encore des défis à relever? Le cas échéant, quels sont-ils? Que voyez-vous comme défis majeurs? Merci, Peter, et merci pour l'invitation. Je suis ravie de me joindre à cet estimé panel. Je vous parle depuis le territoire de certains peuples autochtones, dont les Squamish, sur la magnifique côte ouest du Canada. Et je dirais que lorsqu'on a tendance à parler des facteurs de risque de la violence familiale, nous nous concentrons généralement sur des choses qui sont inhérentes au contrevenant ou à la victime. Nous nous concentrons constamment sur les questions suivantes. Y a-t-il eu des violences antérieures ou des violences familiales antérieures? Quelle est la consommation ou l'augmentation de la consommation d'alcool ou d'autres substances? L'agression sexuelle, la strangulation, l'accès aux armes et ainsi de suite. Mais une des choses que nous devons améliorer est d'examiner et d'identifier le manque de coordination ou le manque de formation parmi les personnes qui luttent contre la violence au sein de la communauté. La police, les juges de la couronne, la violence familiale, les avocats, la protection de l'enfance, le personnel, les services autochtones, le personnel des services aux immigrants et aux réfugiés. Si, dans une communauté donnée, ces personnes n'ont pas la formation dont elles ont besoin pour comprendre la dynamique de la violence familiale et s'il n'y a pas de réponse coordonnée, nous devons considérer cela comme étant un facteur de risque en soi. Lorsqu'on examine les nombreux outils de facteurs de risque, les outils d'évaluation des risques à travers le pays et ailleurs, très peu d'entre eux se concentrent réellement sur la réponse de la communauté en tant que facteur de risque. Je pense que nous avons fait un travail extraordinaire et Peter, vous avez été l'un des chefs de file dans ce domaine dans notre pays et ailleurs. Nous avons fait progresser la science des facteurs de risque qui nous permettent d'affirmer avec une confiance absolue que les décès dus à la violence familiale sont les plus évitables de tous les homicides. Et parce que nous connaissons les facteurs de risque, ce qui est un peu comme une trajectoire similaire dans le secteur des soins de santé, alors qu'ils sont capables de trouver des marqueurs dans notre sang pour le cancer et d'autres problèmes médicaux, nous pouvons maintenant déterminer une série de facteurs de risque de violence familiale qui, lorsqu'ils sont présentés ensemble, nous aident vraiment à comprendre la nécessité d'une action élevée. Mais,
partout dans le pays, dans les communautés rurales et urbaines, nous n'avons pas encore compris à quel point un système non préparé, non coordonné, non fiable, avec des acteurs non formés, constitue un risque mortel. Et je pense que cela est encore plus évident lorsqu'on ajoute le racisme, le classisme, la discrimination fondée sur la capacité physique, l'hétérosexisme et tous les autres problèmes qui sont au cœur de notre société et qui créent des barrières dangereuses et qui devraient être, autrement, l'accès à la confiance et au soutien, et qu'on y ajoute l'effet de silo qui semble imprégner encore de nombreuses réponses au Canada. C'est sûr que nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne les preuves, les rapports et les rapports des coronaires, et beaucoup de communautés ont pris des mesures et mis en place une réponse coordonnée à la violence familiale. Mais je ne pense pas qu'il soit encore courant que l'évaluation des risques et la planification de la sécurité soient effectuées avec toutes les bonnes personnes à la table. Alors, je pense qu'il y a des lacunes dans notre réponse systémique et dans la formation. Les gens ne partagent pas les informations entre eux, comme la police avec la communauté anti-violence ou la protection de l'enfance avec les services correctionnels. Si ces informations essentielles ne sont pas partagées lorsque le risque s'intensifie, nous pouvons manquer des occasions clés de sauver des vies. Et je pense que c'est encore plus évident lorsqu'on parle de communautés culturelles qui sont historiquement laissées de côté. Quand nous parlons de concevoir des réponses et des programmes. Je pense que si nous regardons cette situation tragique qui s'est produite en Colombie-Britannique il y a quelques années, où Sonny Park et toute sa famille ont été assassinés par son mari, c'était une Coréenne, elle était venue au Canada et avait épousé un Canadien coréen. L'une des choses les plus évidentes dans cette affaire, avec le recul, c'est qu'elle parlait de ce que nous avons tous fini par considérer comme un assez bon anglais, mais elle ne connaissait pas le mot « agression sexuelle » en anglais. Elle ne savait pas comment l'expliquer à la police. Si la police avait eu accès à des interprètes culturels à une table d'évaluation des risques après qu'elle l'ait signalé à la police, elle aurait dit qu'elle avait peur que Peter la tue, mais elle ne communiquait pas nécessairement tous les facteurs de risque séquentiels que la police comprenait à ce moment-là. S'il y avait eu des interprètes culturels pour les policiers, des personnes de la communauté coréenne ou des personnes des programmes d'établissement, là pour aider la police à comprendre. Vous savez, il est très courant que les gens s'en sortent avec un assez bon anglais, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi crucial que la vie et la mort, il faut faire appel à un interprète pour que la personne puisse expliquer ce qui lui arrive dans sa langue maternelle. Il y a un autre cas, tragique, en Colombie-Britannique. Un homme d'Asie du Sud qui a été arrêté pour avoir commis des violences flagrantes sur sa femme. Il a été arrêté et incarcéré, et tout le monde a pensé qu'elle était en sécurité. Mais si à l'époque, il y avait eu une table d'évaluation des risques à laquelle participaient des membres de la communauté sikh, capables et prêts à fournir des informations aux personnes chargées d'évaluer les risques et d'assurer la sécurité, ils auraient peut-être entendu que sa famille cherchait à se venger parce qu'il était en prison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des membres de sa famille sont revenus et ont commis d'autres crimes contre elle. Alors l'une de nos lacunes consiste à nous assurer que toutes les bonnes personnes sont à la table lorsque nous évaluons les risques et planifions la sécurité. Pas seulement les services aux victimes, la police, les services correctionnels et la protection de l'enfant, mais les services autochtones, d'établissements, les professeurs d'anglais et les personnes qui fournissent des services aux communautés queer, trans et bispirituelles. Plus nous comprenons ce qui se passe dans la vie de ces personnes à risque et des contrevenants qui commettent des actes de violence, plus nous avons des chances d'être en mesure de créer un plan de sécurité qui fonctionne vraiment. C'est super, Tracy, merci. Il nous reste environ 12 minutes, alors si nous les divisons en 4, cela fait, disons, 3 minutes par personne pour réfléchir aux pratiques prometteuses. Alors, comme moi, vous êtes là depuis longtemps et nous n'avons pas abandonné. Et pour continuer à avancer, nous devons voir des choses encourageantes, de nouvelles choses pleines d'espoir, des choses qui fonctionnent et pourraient fonctionner ailleurs. Pourrais-je avoir quelques-unes de vos réflexions sur ce que vous voyez comme prometteur? Josie, allez-y.
Oui, merci. Excellente conversation de la part des membres du panel. Merci. Je veux parler de la question de la collaboration et du fait de travailler en étroite collaboration avec les personnes autochtones dans les communautés en tant qu'experts de nos propres expériences et en tant qu'experts de la prestation de services aux femmes autochtones. Et je pense que cela commence à changer. Et si nous voulons créer ce changement social, nous devons avoir ce que j'appelle parfois des conversations féroces sur certains des services et certaines des expériences que nous avons actuellement ou sur le sentiment qu'il continue d'y avoir des processus très paternalistes. Alors pour ma part, je ne veux pas recevoir de petites tapes dans le dos en me disant que j'ai été une bonne petite Anishinaabe. Vous savez, je vais faire cela pour vous. Alors, établir la confiance et les relations est d'une importance capitale. Connaître la communauté avec laquelle vous travaillez, encore une fois, la langue, quelle est la culture, quelle est la cérémonie. Parler aux aînés, parler aux gens LGBTQ, découvrir les pratiques culturelles et lisez le rapport sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. C'est un document très complet. Mais si vous le pouvez, lisez le résumé. Il vous fournira les informations dont vous avez besoin. D'autres choses sont en train de se produire. Je pense qu'elles vont se développer au cours des prochaines années. C'est ce que nous appelons le clan de l'ours. Il s'agit de groupes de personnes qui travaillent dans tout le pays. En fait, à Calgary, une jeune fille de 12 ans avait disparu et ce sont ces personnes qui l'ont retrouvée. Ils étaient dans les rues. Nous avons aussi d'autres initiatives locales concernant les déplacements sécurisés pour les femmes. Il y a un site web sur lequel les femmes autochtones de Calgary, par exemple, peuvent se connecter si elles ont besoin d'un tour de voiture. Il y a des choses qui se passent au sein de la communauté, pour et par la communauté, et je pense que nous devons y prêter attention à mesure qu'elles avancent. Il s'agit de l'engagement de la communauté et de la construction de réponses par la communauté. Alors merci. Merci, Véronne. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous encourage? Et qu'est-ce que vous considérez comme des pratiques prometteuses? L'enseignement. L'enseignement aux futurs policiers, c'est ce qui me fait avancer. Parce qu'alors, je peux dire ce que je veux dire sur les services policiers. Par exemple, l'engagement envers la police communautaire. La police communautaire doit être une valeur fondamentale pour un service de police. Elle doit être pratiquée à tous les niveaux. Établir des relations avec les membres de la communauté, sortir de la voiture de patrouille, sortir du poste de police, parler aux gens dans la rue, dans leur maison, au travail. L'établissement de relations, comme l'a dit Josie, entre les individus et la police améliore la probabilité qu'une personne victime de violences familiales s'adresse à un policier lorsqu'elle a besoin d'aide. Nous avons aussi d'excellentes initiatives en cours en Nouvelle-Écosse. Depuis 17 ans, nous avons le protocole de coordination des cas à haut risque, un programme provincial pour les cas de violences familiales à haut risque. Les patrouilleurs effectuent une évaluation des risques de violences familiales à l'aide de l'ODERA. Si le dossier est à haut risque, il est transmis à un coordinateur de cas de violences familiales qui travaille avec la victime pour lui offrir sécurité, planification et soutien. Nous collaborons aussi avec d'autres prestataires de services. C'est un élément clé du programme. En 17 ans, il n'y a jamais eu d'homicide familial dans l'un de nos dossiers à haut risque. Nous nous sommes appuyés sur ce protocole et la police régionale de Halifax a créé 2 postes. L'un est un agent de police chargé de la violence familiale qui travaille avec l'accusé. Cet agent entre en contact avec l'accusé, qui est le plus souvent un homme, explique le protocole à haut risque, les implications pour l'accusé, les informations judiciaires nécessaires et il oriente l'accusé vers des services et des soutiens. Nous avons ensuite ajouté une personne supplémentaire appelé navigateur pour contrevenants de violences familiales qui travaille avec ces accusés à haut risque pour les guider dans le système judiciaire. Il travaille aussi avec les cas 4, 5 et 6 de l'ODERA qui ne sont pas à haut risque, mais qui sont juste à la limite.
Il les oriente vers des services et des soutiens. Enfin, la Nouvelle-Écosse est en train d'élaborer un travaux provincial des violences familiales à haut risque. La santé fait partie de cette table. Elle va siéger avec d'autres prestataires de services et soutenir les cas de violences familiales à haut risque, à plus haut risque, qui ne sont pas signalés à la police ou au coordonnateur de cas de violences familiales. Le soutien provient d'une approche réparatrice et de soutien donné à la victime, aux contrevenants et à la communauté. C'est tout. C'est super. Mohamed, qu'est-ce qui vous fait continuer, vous qui êtes là depuis longtemps? Qu'est-ce qui est prometteur à vos yeux? Merci, Peter. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ce travail et je n'ai pas l'intention d'abandonner. Bien sûr, il y a tellement de défis à relever, mais il y a aussi tellement de choses qui me motivent à continuer. Ce travail est important. Tout le monde a parlé de coordination, de collaboration. Je suis d'accord dans le travail que je fais avec les immigrants et les nouveaux arrivants en particulier. Mon travail avec la communauté musulmane est ce qui manque vraiment pour avoir un soutien et des services coordonnés plus adaptés à la culture. Je veux vraiment suggérer ici de dépasser les services culturellement sensibles. Je veux vraiment suggérer ici le terme culturellement intégratif, ce que nous utilisons vraiment au Centre de ressources musulmanes avec le cadre culturellement intégratif. Tout ce qui a bien fonctionné dans un contexte plus large d'évaluation des risques, cette gestion de la planification de la sécurité, nous pouvons l'utiliser. Dans un contexte culturel différent, surtout dans un contexte culturel qualitatif, où de nombreux immigrants et nouveaux arrivants arrivent, on n'est pas vraiment là pour changer les politiques ou les lois. Je pense donc que cela fait vraiment défaut. D'après notre expérience au Centre de ressources musulmanes, parce que nous sommes une organisation basée sur la culture, il ne s'agit pas seulement d'individus, c'est une institution. Travailler en collaboration avec tous les organismes anti-violence et les services sociaux, y compris le secteur de la violence faite aux femmes, la police, créer un espace sûr pour tout le monde, un espace sûr pour les clients. Comme je l'ai mentionné tantôt, les clients ne sont pas généralement en mesure de demander de l'aide. C'est la même chose pour tous les autres prestataires de services. L'autre chose, pour les prestataires de services, c'est qu'il est temps de partager les responsabilités et les autorités avec d'autres organisations culturelles. C'est très important qu'ils siègent à votre conseil d'administration, parce que si vous pensez toujours que les barrières sont dues aux barrières culturelles, religieuses, alors probablement nous ratons l'occasion de travailler avec eux. Il faut changer la façon de percevoir les autres communautés culturelles. Il y a beaucoup de résilience, beaucoup de facteurs potentiels de protection. Nous l'avons fait dans notre évaluation des risques. Le plus important, c'est de travailler avec tout le monde. Dans de nombreux cas, nous amenons même les imams. Et nous faisons en sorte que l'imam soit vraiment un défenseur des femmes qui ont peut-être subi des violences ou qui sont peut-être aussi à risque ou touchées par la violence familiale. C'est vraiment très important. Il faut aller au-delà des services culturellement sensibles et commencer à travailler sur l'intégration culturelle. Je suis très enthousiaste. Nous avons une nouvelle subvention du crèche pour travailler ensemble sur ce modèle dans un avenir proche avec des partenaires. Merci. Tracy, qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'espoir? Qu'est-ce qui se développe en Colombie-Britannique? Oui, merci Peter. En 2010, nous avons commencé à mettre sur pied des équipes intersectorielles composées et dirigées par des défenseurs communautaires de la lutte contre la violence et la police appelées ICAT. Ce sont des équipes interorganismes d'évaluation des dossiers. Comme dans la région de Halifax, depuis 2010, nous avons une soixantaine d'équipes ICAT en activité dans toute la Colombie-Britannique. Certaines sont dans des communautés des Premières Nations et beaucoup d'entre elles sont représentées par des travailleurs autochtones et des travailleurs d'établissement. Il n'y a eu aucun homicide. Ces équipes s'occupent seulement des cas à risque les plus élevés et elles travaillent ensemble pour évaluer les risques. Elles créent ensemble un plan de sécurité
et gèrent ensemble le risque et la sécurité de manière continue jusqu'à ce que le risque diminue. Et nous avons vu des résultats concrets de ces équipes collaboratives. L'une des mesures principales est évidemment l'absence de décès, mais les autres mesures sont un niveau extrêmement réduit de récidive. Et une autre mesure est un niveau extrêmement réduit de retrait des enfants de leur foyer, parce que la protection de l'enfance est à la table, les services autochtones aussi. Il y a des gens qui disent « Je peux fournir ce service, je vais faire ceci, je peux fournir des logements sociaux, je peux m'assurer qu'il y a une garde d'enfants le soir. » Ce ne sont pas des membres de la communauté, ce sont généralement des prestataires de services. Mais je veux souligner, à nouveau, comme l'a mentionné Josie, qu'on ne peut pas travailler en silo. Et le fait que nous ayons de nombreuses équipes intersectorielles partout dans le pays qui démarrent, certaines d'entre elles existent depuis un certain temps, je pense que ce qui manque encore dans ces équipes, c'est qu'elles ne sont pas aussi diversifiées nécessairement que les communautés qu'elles desservent. Nous devons nous assurer qu'il y a un leadership autochtone, qu'il y a un leadership des immigrants et des réfugiés, surtout qui provient des populations qui sont actives dans une communauté. En quelque sorte, de la façon dont le système d'immigration et des réfugiés fonctionne. Souvent, les gens sont envoyés pour travailler dans des communautés où il y a de l'extraction de ressources. Il peut donc y avoir toutes sortes de personnes d'une même démographie culturelle dans une communauté. Il faut s'assurer que des personnes de ce groupe démographique participent au processus. De cette façon, lorsqu'une situation à risque se présente, il y a déjà, du point de vue de la prestation de service, une relation de confiance. Il faut aussi s'assurer à l'avance de disposer de l'autorité appropriée pour que la police puisse partager des informations sur les antécédents de violence et les antécédents criminels et que les services correctionnels puissent le faire aussi. Nous l'avons certainement fait en Colombie-Britannique. Verona l'a fait à Halifax et d'autres personnes le font ailleurs au pays. Au début, c'était un obstacle important. Les gens ne partageaient pas l'information parce qu'ils ne se sentaient pas autorisés à le faire. Ensuite, il y a une accumulation de décès de tragédies. Je pense que les pouvoirs en place ont conclu que la police et les autres intervenants devraient partager l'information et qu'ils devraient le faire parce que ça sauve des vies. Enfin, ce que je vois et ce qui est confirmé par des preuves empiriques, c'est que le meilleur espoir d'une femme ou d'une survivante de survivre à la violence familiale, c'est d'avoir un défenseur. Verona a parlé d'avoir un navigateur de système pour les contrevenants. En Colombie-Britannique, nous avons plus de 300 programmes. Beaucoup d'entre eux ne comptent qu'une seule personne à temps partiel, alors ça semble être beaucoup, mais on a besoin de plus. Ces personnes qui peuvent être les défenseurs et les navigateurs pour les personnes qui subissent de la violence, parce que comme nous le savons, c'est un système complexe, et plus on est marginalisé par le racisme, la discrimination fondée sur la capacité physique et d'autres facteurs, plus on a besoin de ce navigateur. Merci. C'est fantastique, merci beaucoup. J'aimerais pouvoir poursuivre la discussion. Je tiens à vous remercier tous les quatre pour cette merveilleuse discussion. Je tiens aussi à souligner vos efforts inlassables depuis de nombreuses années sur le terrain. Il va sans dire que nous apprécions que vous soyez tous d'excellents partenaires dans cette recherche.